Bonjour Béatrice Vial, Bonjour. merci de nous avoir accueillis à Toulouse pour une petite interview car vous êtes la marraine de notre 30e édition de l'Expo et nous en sommes très fiers. Donc nous allons vous poser quelques questions sur notamment vos études, votre carrière, votre vie en tant que femme pilote et puis votre rôle au sein de notre association Air Expo. Avec plaisir. On va commencer par votre jeunesse. Oui. Passionnée d'aéronautique avant la prépa, Non. une héroïne comme Jacques Auriol par exemple, ou quelque chose comme ça, une idole. Alors non, moi je suis pas un bon exemple parce qu'en fait je suis rentrée en prépa sans savoir vraiment quoi faire. Et ce n'est qu'en prépa, quand j'étais en maths sup, que là je me suis dit non, le métier d'ingénieur c'est pas fait pour moi, ça bouge pas assez et c'est pas assez original dans la vie quotidienne. Et donc j'ai cherché ce que je pouvais faire en étant en prépa. Et donc là, j'ai une de mes amies qui était amie avec une collègue qui est maintenant à Air France et qui m'a dit bah, pourquoi tu ne ferais pas l'ENAC? Elle l'a déjà passé l'année dernière, ça n'a pas marché, mais elle le repasse cette année. Et donc voilà, tu pourrais faire pilote de ligne. Voilà. Moi, je n'avais personne dans mon milieu familial qui était dans l'aéronautique. Et donc, j'avais jamais été côtoyer des avions, donc je ne connaissais rien du tout à l'aviation. Et par conséquent, ça a été plus une opportunité. Mais bon, après, quand je me suis dit, il faut que... Ah oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui me plairait bien. À ce moment-là, je me suis lancée à fond là-dedans. D'accord, le coup de foudre alors. Le coup de foudre. Donc vient ensuite 1981, vous intégrez l'ENAC. Voilà, donc en 80, j'ai intégré l'ENAC, après avoir fait donc maths sup, maths spé dans un lycée parisien. Et j'étais là, nous, on avait 2 mois enfin, on avait un peu plus d'un mois de sélection. D'accord. Et donc la sélection en vol, même si moi, j'étais jamais montée dans un petit avion et que je ne connaissais rien à rien. Là, j'ai passé un mois à Montpellier, autant j'adore la mer, le soleil et la planche à voile et tout ça, mais j'ai pas passé une journée à la plage. Je me consacrais que à préparer, parce qu'évidemment, à chaque fin de semaine, il y en avait qui étaient éliminés. Donc, il fallait tenir jusqu'au bout et réussir la sélection. Donc là, pour moi, il n'y avait pas d'autre alternative que de réussir, quoi. Et dans la promotion, combien de filles? On était 3 filles. 3 filles. Et combien de garçons du coup? Et du coup, il y avait 29 garçons. D'accord. Et alors, une formation, il y a eu des moments difficiles, des gros souvenirs? Des moments difficiles, non, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça génial dès le premier jour, parce que bon, déjà la sélection, on était un peu sous pression, donc c'était plus, on profitait pas de tous les instants. Mais par contre, après, dès qu'on a commencé à voler, moi j'ai trouvé ça génial. Par exemple, mon premier vol en solo, c'est-à-dire que j'ai été lâchée, j'avais pas encore de permis de conduire, parce que j'avais juste 18 ans. Et donc, je connaissais rien à rien. Donc, qu'on me laisse un avion alors qu'on me laissait pas une voiture, je trouvais ça génial, quoi. Donc, et puis, c'est surtout que j'avais des amis qui étaient en école d'ingénieur ou j'avais une très bonne amie qui était à Normal Sup. Et quand on se parlait, parce que de temps en temps on se revoyait, je me disais mais j'ai plus rien de commun avec eux, parce que moi je suis là à me balader toute la journée, à aller à droite, à gauche, à faire mes petites navigations avec mon petit avion, et eux ils sont là dans leurs atomes permanents, enfin je comprenais plus rien de ce qu'ils me racontaient, donc on était partis déjà dans 2 mondes très différents. D'accord. Et puis vient le diplôme. Vous arrivez aussi dans votre première compagnie, Air Littoral. Alors voilà, donc moi je suis sortie de l'école au mois de juin. Malheureusement, au début, Air France ne recrutait pas, et ni d'autres compagnies, puisqu'à l'époque il y avait Air Inter et l'UTA. Donc en fait, j'ai commencé par être prof de maths physique pendant 3 mois en attendant de pouvoir trouver un job, parce que quand ces compagnies-là ne recrutaient pas, on n'avait pas de boulot. Et puis il y a eu le concours d'Air Littoral qui a eu lieu au mois de novembre, que j'ai passé et où j'ai eu la chance de réussir.
Donc je suis rentrée tout de suite à Air Littoral en décembre 84. Et je suis rentrée donc sur un petit avion turbopropulseur qui s'appelle le Bandérante, qui est donc fabriqué par Embraer, qui était fabriqué par Embraer. Et donc c'était un petit avion de 18 places avec, bon évidemment, ni hôtesse ni steward, hein, puisqu'il n'y avait que 18 places. On était 2 à bord, pilotes. Et donc régulièrement, c'était l'un ou l'autre qui faisait embarquer les passagers, on distribuait les bonbons et puis on allait s'asseoir. Donc c'est vrai que plus d'une fois, on m'a dit est-ce que je peux m'asseoir à côté du pilote, la place est libre. Je leur ai dit non, je crois qu'il me l'a réservé, parce qu'ils avaient un peu du mal à accepter que ce soit moi qui m'assois là-bas et que j'étais pas l'hôtesse, mais bon voilà. Donc c'était très très sympathique de commencer dans une petite compagnie comme Air Littoral. Et donc, moins d'un an après, Air France a commencé un recrutement et j'ai eu la chance de pouvoir être recrutée de réussir le concours et de rentrer à Air France en décembre 85. D'accord. Et donc là, je suis rentrée directement sur Boeing 727. Donc là aussi, c'était un superbe avion. J'étais vraiment trop contente de commencer sur cet avion-là. Et donc la formation, à cette époque-là, Air France embauchait énormément. Donc ils étaient un peu... il y avait un petit peu trop de stages. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ma formation au Canada. Donc j'étais à Montréal faire ma formation sur 727 pour faire la première phase de la formation, de la qualification en fait. Et puis après, évidemment, juste avant la fin de la qualification, c'est Air France qui m'a vraiment lâché sur l'avion, quoi. D'accord. Et comment s'est passée votre intégration parmi les pilotes chevronnés notamment? Alors pas bon, l'habitude c'est vrai qu'en 85, quand je suis rentrée, moi j'étais la 10e à Air France. Il faut savoir que maintenant on est à peu près 250 femmes, je pense, sur à peu près 3800 pilotes. Donc c'est vrai que quand on n'est que 10 femmes dans une compagnie, on est très, comment dire, on est sous les feux de la rampe en permanence, et on n'a pas le droit à l'erreur, il faut faire au moins aussi bien que les hommes, si ce n'est plus. Et si jamais on a le moindre petit accroc quelque part, toute la compagnie le sait. Donc voilà. C'est vraiment, au début, c'était ça. Donc, il fallait faire, je pense, encore plus attention que maintenant. Même si, dans notre métier, on fait toujours attention et tout ça, mais voilà. Et vous l'avez pris comme un challenge ou ça... Oui, oui, pour moi, c'était un challenge. De toute façon, j'étais déjà tellement contente d'être à Air France, sur 727, qui était pour moi... le plus bel avion, mais de toute façon, à Air France, la plupart des pilotes, l'avion sur lequel ils volent, c'est le plus bel avion. Donc voilà. En général, c'est un peu comme ça que ça se passe. D'accord. Puis ensuite, vous passiez sur A320. Alors voilà, après, donc sur 727, j'ai fait 4 ans. Ensuite, le 320 est arrivé. Et bon, il y a eu une période un petit peu de flou sur 320, donc il y a eu... Enfin, il n'y avait pas beaucoup de volontaires à un moment, donc ils m'ont désigné d'office. Comme j'étais un petit peu en bas de la liste, ils ont remonté la liste par le bas. Et donc j'ai été désignée d'office sur A320, ce qui m'a permis d'en faire pendant 9 mois. Et donc c'était une expérience intéressante, parce que moi je connaissais que les avions archi classiques, alors que le 320 était très innovant. Donc voilà, mais bon, à la fin du 320, j'ai été quand même contente de revenir déjà quelques temps sur 727 avant de repasser sur 47. Donc voilà. Et alors, si on compare Airbus à Boeing, on dit souvent qu'un Boeing c'est pilote, c'est pilote vraiment, contrairement à Airbus. Qu'avez-vous à dire à propos, sans fâcher Sans fâcher Airbus. Alors voilà, Airbus. Moi j'ai volé dans ma carrière vraiment essentiellement sur Boeing, hein, et personnellement, et je dis bien personnellement, j'adore la philosophie Boeing et j'ai plus de mal avec la philosophie Airbus. Donc pour moi, le Boeing, c'est vrai que c'est sûrement beaucoup moins sophistiqué, c'est beaucoup plus brut.
décoffrage, hein, mais bon, quand on est blonde, c'est peut-être plus facile aussi. Hein. Donc voilà, donc en fait, j'ai pas cherché à revenir sur des Airbus et je préfère voler sur Boeing en effet. D'accord. Donc après le 727 et le 320, en 90, j'ai fait une qualification 747 qui était un 747 classique, donc avec encore un mécanicien, parce que déjà sur 727 j'avais un mécanicien navigant. Donc voilà, sur 320, j'en ai pas eu pendant 9 mois. Et après, à nouveau, sur 747, j'ai eu un mécanicien navigant. Donc, bon, moi, j'aimais bien aussi cette ambiance de cockpit à 3 où, voilà, chacun avait son rôle. Donc voilà, j'ai fait donc pendant 10 ans du 747 avec un certain nombre d'années à mi-temps, puisque j'ai eu des enfants et par conséquent à ce moment-là, quand j'étais enceinte de mon premier enfant en 94, on m'a proposé de passer commandant de bord et là je me suis dit ben non, je préfère privilégier ma vie de famille plutôt que ma carrière, donc j'ai préféré rester copilote à 8 ans, me sentant pas capable d'être jeune commandant de bord à mi-temps, et comme je voulais absolument avoir ce mi-temps, voilà. Donc je suis restée copilote, et en restant vieille copilote, c'est comme ça que j'ai pu accéder au Concorde, puisque à Air France, comme vous le savez je crois, c'est une liste de seniorité, et on est sur cette liste de seniorité. Quand notre rang arrive, on peut postuler pour changer d'avion et pour tel ou tel avion, et c'est en fonction des gens qu'il y a devant sur la liste qui acceptent ou pas d'aller sur ces avions. Voilà, a priori, il n'y a pas de passe-droit pour passer sur un autre avion, voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu donc accéder à la qualification Concorde. Donc voilà, j'ai commencé ma qualif en mai 2000. Malheureusement, en fin juillet 2000, il y a eu l'accident du Concorde. Et donc, nous avons eu la chance quand même de pouvoir reprendre les vols sur Concorde en septembre 2001. À ce moment-là, on a recommencé à voler sur le Concorde. Et qu'est-ce que ça fait d'être la première femme pilote de ligne sur Concorde? Alors, d'être la première femme, j'étais pas vraiment la première femme au monde. Oui. Parce qu'il y avait eu donc une Anglaise qui a commencé avant moi et qui était donc chez British Airways. Par contre, bon, bah, c'est vrai que c'était... moi, c'était un rêve auquel je ne croyais pas vraiment. C'est-à-dire que je ne pensais jamais pouvoir atteindre le Concorde. Je ne sais pas pourquoi, parce que je pensais que c'était réservé à une élite ou voilà. Et en fait, non, pas forcément. Donc, c'était juste une question de seniorité, d'être assez ancienne et voilà. Donc, bon, bah, arriver sur Concorde, c'était un rêve. C'était aussi, pendant la qualif, tout ce qu'on avait appris à l'ENAC, sur tout ce qui concernait le supersonique, bon, c'était des choses complètement abstraites. Et là, enfin, ça devenait concret. Parce que ce que j'avais appris, que j'avais un petit peu oublié d'ailleurs, à l'ENAC, eh bien, enfin, ça devenait du concret, puisque j'allais pouvoir voir comment ça marchait en vrai, quoi. Donc voilà. Et donc, bon, après l'arrêt du Concorde, moi, j'ai jamais désespéré que ça allait reprendre. Et donc, en effet, en septembre 2001, on a repris les vols sur le Concorde et sur New York, malgré le 11 septembre. Ça a repris après le 11 septembre? Voilà, alors en fait, moi, j'ai fait mon premier vol. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai passé l'examen du simulateur, le dernier examen au simulateur, la veille du crash. Et donc, le jour du crash, tout s'est arrêté, malheureusement. Et du coup, 3 jours après, on partait normalement faire ce qu'on appelait les vols hors ligne à Châteauroux. Vous parlez du crash du Concorde? Du crash du Concorde. Et donc, à ce moment-là, tout a été arrêté. Et nous, on s'est entretenus au niveau du simulateur. Et on n'avait donc pas fait nos vols hors ligne. Et le vol hors ligne, c'est les vols sans passagers pour apprendre à atterrir, à décoller l'avion, voilà.
ce qui existe presque plus sur des avions modernes, puisque maintenant les simulateurs sont tellement fiables et tellement collés à la réalité. Mais sur Concorde, on avait droit à 4 heures, voire 5, mais je crois que c'était plutôt 4 heures de vol sans passager. Et là, c'était un vrai bonheur. Donc voilà. Et donc moi, mon premier vol, c'était le 11 septembre 2001. Donc ça a été un petit peu gâché, même si j'étais restée dans ma bulle et voilà, on m'a dit est-ce que tu as vu ce qui s'est passé et tout ça. Et en fait, j'avais rien regardé des informations parce que j'étais en train de revivre mon premier vol. Et c'est que le soir tard que j'ai allumé la télévision parce que j'avais pas envie de gâcher ces impressions que j'avais eues sur mon premier vol après l'avoir attendu si longtemps, puisque nous, ça faisait plus d'1 an qu'on attendait de pouvoir vraiment voler sur cet avion. Et donc, voilà. Et le premier vol, c'était sur une liaison Paris-New York ou c'était... Alors après, le premier vol, je l'ai fait au mois d'octobre. Et donc, c'était en effet sur Paris-New York, parce qu'en fait, on n'avait plus que des Paris-New York. À l'époque où j'ai volé moi, il n'y avait plus que du Paris-New York. Voilà. Donc j'ai pu en faire donc d'octobre 2001 jusqu'à la fin de l'arrêt des Concorde en 2003. Et donc voilà, et bon, quand le Concorde s'est arrêté, c'est vrai que c'était relativement triste, mais moins triste peut-être pour nous copilotes que pour certains commandants de bord qui ne pouvaient pas avoir mieux après, puisque eux, leur carrière, c'était l'apogée de leur carrière d'être commandant de bord sur Concorde. Moi, je n'étais que copilote, et par conséquent, c'est vrai que, voilà, un autre défi m'attendait, le passage commandant de bord et le fait de pouvoir passer commandant de bord, voilà. Et maintenant, en étant commandant de bord, vous y repensez encore un peu de temps en temps au Concorde? Ah bah oui, forcément. Oui. Oui, surtout, voilà, comme de temps en temps, je parle un peu de mon métier, ou je fais une conférence sur le Concorde, ou comme demain. C'est vrai que, voilà, c'est sympathique de se replonger dedans et de se rappeler les bons souvenirs, les bons moments, et voilà, parce que c'était un avion qui était vraiment... c'était voilà, une petite compagnie dans la compagnie. Quand on était sur Concorde, on se connaissait tous, on était très peu nombreux et donc c'était très agréable. Et donc après le Concorde, je suis passée commandant de bord directement, puisque j'étais quand même assez vieille, je suis assez ancienne. Je suis passée directement commandant de bord sur long courrier. Parce que normalement, on est copilote sur moyen courrier, copilote sur long courrier, ensuite on vient commandant de bord sur moyen courrier, ensuite commandant de bord sur long courrier. Et donc moi j'ai eu la chance de passer directement de copilote Concorde à commandant de bord sur 747. Donc là j'ai refait du 747 classique, 100, 200, 300, avec mon mécanicien navigant toujours. Et ensuite, quand le 47-200, 200-300 s'est arrêté, j'ai été donc commandant de bord sur 747-400. Et maintenant que nous n'avons plus de 47-400, j'ai pris l'option d'aller sur Boeing 777 plutôt que sur Airbus 380. Parce que, voilà, j'ai été aussi sur des avions qui étaient vieillissants, et dont les réseaux devenaient de plus en plus petits. Et par conséquent, j'ai encore plein de destinations dans le monde entier que je n'ai jamais connues, que je découvre encore, voilà. Et donc, comme le 777 à Air France a un réseau, puisqu'on a à peu près presque 70 avions, on a un réseau de 90 destinations dans le monde. Et donc, c'est magique, quoi. On ne sait plus quoi choisir. On est comme un enfant, là, dans un magasin de jouets. On se dit, où est-ce que je vais ce mois-ci? Qu'est-ce que je vais demander? Voilà, c'est vraiment
Et bon, après 30 ans à Air France, je m'émerveille encore à chaque fois que je vole d'aller dans des destinations que je ne connais pas ou de découvrir d'autres choses. Donc voilà. Donc je suis très contente d'être sur 777, ça fait un peu plus d'un an et demi que j'y suis maintenant. Et donc voilà. J'ai perdu 2 moteurs par rapport au 47, donc j'ai encore un peu régressé. Mais voilà, c'est un réseau qui est tellement génial que moi je suis toujours autant enthousiaste de partir travailler. Justement, à ce propos, partir aussi loin dans le monde, comment avez-vous su concilier votre vie de famille avec votre métier? Alors, j'ai eu donc 2 enfants, 2 garçons qui sont maintenant majeurs et qui malheureusement ou heureusement pour eux, sont presque partis de la maison. C'est un métier où on est à la fois absent pendant des périodes et dans le temps on était absent beaucoup plus longtemps que maintenant, puisque maintenant on fait que des vols directs, même des vols sur Santiago du Chili, 14 heures de vol. On fait un aller, un retour et on revient. Dans le temps, on faisait plein d'escales et à chaque escale, on s'arrêtait 24 heures ou 48 heures, on repartait plus loin, alors que maintenant les vols sont quotidiens jusqu'à l'autre bout du monde. Donc les rotations sont... Avant, c'était relativement courant de partir entre 10 et 15 jours, alors que maintenant, le plus courant, c'est 4 jours. Donc voilà. Donc c'est un métier où donc on peut être absent complètement, mais quand on est à la maison, on est 100% disponible. C'est-à-dire que on n'est pas comme les mères de famille qui rentrent du travail à 7 heures, qui sont fatiguées de leur journée de travail. Et voilà. Nous, on est fatigués le jour où on revient de vol. Après, le lendemain ou le surlendemain, on a quelques jours à la maison et on est 100% disponible. On emmène les enfants à l'école, on va les rechercher. Voilà. Alors après, c'est une question d'organisation. Il faut être bien organisé. Il faut... moi, j'avais une personne... une sorte de mamie à la maison qui venait garder nos enfants quand on partait et qui repartait quand on était là, soit mon mari, soit moi. Et bon, j'avais une totale confiance en elle et c'était vraiment... voilà, je pense que c'est comme toutes les hôtesses, c'est une question d'organisation et je pense que les enfants en souffrent sûrement un petit peu, mais d'un autre côté, voilà, moi les miens ont été habitués depuis leur naissance ou presque, et par conséquent, c'était leur quotidien, donc voilà. J'espère qu'ils n'en ont pas trop souffert. Et donc, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner aux zénassiennes et aux supariennes, futurs pilotes ou futurs ingénieurs ou... Moi, je dis toujours, quand je fais des forums des métiers, que notre métier de pilote, c'est pas du tout réservé aux garçons. Parce que, comme vous le savez, les filles, nous sommes multitâches. C'est-à-dire qu'on sait faire plusieurs choses à la fois. Et donc, dans ce métier, il faut savoir faire plusieurs choses à la fois écouter la radio, à la fois piloter l'avion, à la fois répondre à chef de cabine qui vous demande quelque chose. Donc voilà, il faut savoir disperser son attention et c'est pour ça que je dis aux filles, non, nous on est vraiment autant capables. Et c'est pas comme dans le temps, moi j'ai un tout petit peu fait de Simu 707, c'est vrai que c'était vraiment un avion où il fallait de la force physique pour le piloter. Quand on faisait une panne moteur extérieur ou même deux moteurs d'un côté, c'était vraiment très difficile à piloter. Alors que maintenant, les avions sont tellement compensés, il y a des compensateurs, il y a tout ça. Donc la force physique n'est pas nécessaire pour pouvoir piloter. Et donc voilà, personnellement, j'encourage tout le monde, que ce soit garçon ou fille, mais surtout les filles. Et c'est tellement plus facile de faire 12 heures ou 14 heures assis que debout, à pousser des commodies et à supporter les humeurs des passagers
C'est beaucoup plus intéressant d'être assis devant plutôt que de travailler derrière dans l'avion. Si on revient un petit peu sur le meeting Air Expo maintenant, cette année vous êtes notre marraine pour la 30e édition. Quand vous êtes sorti de l'ENAC, quand vous étudiez à l'ENAC, il n'y avait pas encore Air Expo. Est-ce que vous auriez participé à cette expérience si vous aviez eu l'opportunité de le faire? Ben, je pense que j'aurais participé parce que c'est vrai que autant j'étais pas du tout baignée dans le milieu aéronautique avant mes études, autant après, à partir du moment où j'ai commencé dans l'aviation, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu tout de suite. Et donc je pense que c'est intéressant de diversifier un petit peu ses connaissances et donc de pouvoir en effet participer ou être organisateur comme vous l'êtes de meetings aériens. Je pense que c'est bien parce que ça veut dire qu'on est partie prenante, qu'on s'implique voilà, dans l'aviation et je pense que c'est difficile dans ce métier. C'est un des rares métiers où on dit qu'il faut être passionné pour y arriver. Je pense qu'il y a d'autres métiers aussi où il faut être passionné, mais c'est vrai que c'est aussi dans ce métier où on rencontre le plus de passionnés. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'aviation, souvent, sont des fanas de l'aviation. Il y a beaucoup de métiers où les gens, bon, bah, ils ont fait ça comme ils auraient fait autre chose, mais ils ne sont pas forcément aussi passionnés que dans l'aviation. Et qu'est-ce qui vous a poussé, ou qu'est-ce qui vous a fait accepter notre invitation à devenir notre marraine pour l'édition 2016 d'Air Expo? Ben, je pense que quand on est, voilà, quand on a la chance d'être comme moi, à une place relativement confortable, je dirais, dans l'aviation, moi je suis toujours contente à la fois de faire participer les autres, éventuellement mon expérience ou autre, mais aussi de pouvoir représenter soit mes collègues femmes qui sont aussi dans l'aviation, soit voilà, pour dire que ben, on est tous une famille et que voilà, si on peut être disponible pour faire une conférence, pour être marraine d'un meeting, pour faire voilà, je pense que si on peut apporter un petit plus, ça nous change un petit peu de notre train-train de tous les jours et voilà, c'est à la fois motivant et c'est aussi motivant pour vous de voir que même des vieux peuvent encore s'intéresser et s'enthousiasmer pour des projets comme celui que vous préparez. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Bah, écoutez, merci à vous On vous retrouvera de m'avoir invité comme marraine. Et donc, on se retrouve le 21 mai. Avec le plaisir, 21 le 21 mai à Muret. D'accord. Nickel.